Pratiquer avec sérieux le sport, c'est la guerre, les fusils en moins. George Orwell. Bon, c'est pas vraiment la citation, et j'avoue que je l'ai arrangé à ma sauce, mais vous voyez l'esprit. Aujourd'hui, on va parler de la qualité qui manque cruellement à Ferrari, la stratégie. Et oui, malgré les apparences de mecs qui tournent en rond, la F1 c'est bel et bien stratégique. On y utilise des tactiques diverses et variées pour atteindre un seul objectif, la victoire. Vous avez déjà dû entendre le mot undercut sans jamais comprendre ce que c'était ou d'où ça sortait. On va donc remettre les choses à plat dans cette vidéo. Premièrement, définissons le terme stratégie. Oui, ça paraît con, mais en vrai, si je vous demande là tout de suite maintenant de me donner une définition de tête, je vous promets que vous allez bégayer. Ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Le but, c'est la victoire, ou du moins finir devant Russell si votre prénom c'est Robert. L'ensemble d'actions coordonnées, c'est donc les arrêts au stand et le choix des pneus. Les opérations habiles pourraient être, quant à elles, les fameux undercuts. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que ce que je viens de vous citer pour pouvoir établir une stratégie. Comment on matérialise une stratégie en F1? Finalement, c'est assez simple, une course de F1 fait un certain nombre de tours en fonction du circuit, mais toujours environ 300 km de distance de course. Au final, celui qui gagne, c'est celui qui aura fait tous les tours le plus rapidement par rapport aux autres. Donc on établit une stratégie de manière à ce que l'on boucle le Grand Prix en moins de temps possible. L'unité de base que l'on va utiliser, c'est le temps. Depuis 2007, maintenant, la réglementation oblige les équipes à faire au moins un arrêt pour passer deux types de gommes différents pendant une course. La stratégie repose donc grandement sur comment on va gérer un ou plusieurs arrêts au stand et les gommes que l'on va mettre sur la voiture. Je vous refais pas un quel pneu fait quoi, vous avez la vidéo dédiée. On ne remet pas de carburant dans les voitures depuis 2010, on part donc avec le plein, on va dire, pour simplifier les choses. On a trois types de gommes à disposition, donc il faut désormais choisir les pneus quand cela nous paraît le plus utile à notre stratégie pour atteindre notre objectif. On va donc prévoir à quel moment c'est bien de s'arrêter en fonction de l'usure de gomme pour perdre le moins de temps possible. Est-ce que je perds plus de temps avec mes softs usés ou est-ce que je risque d'être plus lent avec mes gommes dures mais neuves? La réponse n'est pas aussi simple que vous le pensez dans la pratique. Va-t-il pleuvoir par exemple? À quel moment on va devoir rentrer? Comment on anticipe l'arrivée de la pluie? Est-ce que c'est juste une averse passagère qui n'oblige pas à changer de pneus? Est-ce qu'une safety car va sortir? Bien qu'on ne puisse pas prévoir à quel tour il peut se produire un accident qui entraîne une safety car, Flavio Briatore, il faut pouvoir inclure un changement de dernière minute pour tirer avantage de cet événement de course. Et enfin, si on fait une Q3, on part donc avec les pneus de la Q2, il faut donc déjà prévoir sa stratégie au moment de la qualification. Vous l'avez compris, il peut se passer énormément d'événements pendant une course ou alors absolument aucun. Du coup, on prévoit un certain nombre de stratégies qui peut couvrir un grand nombre de scénarios de course possibles. Tout cela dans le but de finir devant tout le monde. Voilà à quoi ressemble une stratégie sans faire de maths. Ferrari utilise même des algorithmes, donc c'est vous dire à quel point ça peut être complexe. En abscisse, la durée de la course en nombre de tours. En ordonnée à gauche, la durée de vie des pneus et en ordonnée à droite, le temps au tour. Vous l'aurez deviné, la partie en rouge représente la durée de vie des softs. En blanc, les hard et en jaune, même s'ils ne sont pas représentés ici, les médiums. Les pointillés blancs représentent le temps au tour à chaque tour. Plus on avance dans la course, plus les pneus s'usent et perdent en performance. Et donc les temps au tour augmentent. À nous de jouer pour définir notre stratégie pour la gagne. Je dis pas ça pour vous, hein, Petra. Vous avez mais c'est pour l'exemple. Pour l'exemple, donc, on va se servir de F1 2019 avec le circuit de Spielberg en Autriche. Gardez à l'esprit que c'est un jeu vidéo qui ne représente pas la réalité. L'usure des pneus et la performance des voitures ne sont pas les mêmes que dans la réalité. Donc si vous voulez faire un parallèle avec le vrai Grand Prix d'Autriche, vous allez vous planter. Et ce n'est d'ailleurs pas l'objectif ici. Encore une fois, c'est pour l'exemple. J'ai donc pris la liberté de faire 4 stratégies différentes pour notre course. 2 stratégies à 1 arrêt, une stratégie à 2 arrêts et une stratégie à 3 arrêts. Dans chaque stratégie, on passe bien 2 gommes différentes au minimum et on couvre bien les 71 tours du Grand Prix d'Autriche. Chacune de ces stratégies comporte des avantages et des inconvénients que l'on va prendre en compte. Stratégie numéro 1. On part donc en soft pour un relais de 27 tours. C'est relativement long pour ces pneus puisque vous le voyez, à la fin du relais, il devrait nous rester moins de 50% de vie des pneus. D'ailleurs, on peut voir qu'à partir de 50%, les temps au tour en pointillé commencent à sacrément grimper. On perd donc de plus en plus de temps. Sur notre premier relais, il faudra prendre soin des pneus, ne pas les brusquer pour les emmener jusqu'au 27e tour. Il faut éviter de trop les user, auquel cas on perdrait encore en performance et nos temps au tour grimperaient encore plus. Notre deuxième relais se fera sur 44 tours avec les pneus les plus durs, moins performants que les softs. Là aussi, il faudra en prendre un minimum soin pour la fin de course. En revanche, la perte de performance est beaucoup
beaucoup moins importante que sur les softs. On sera moins rapide, mais plus régulier tout au long du relais. Dans l'ensemble, on va rouler pour économiser les pneus. Qui dit économie des pneus dit économie d'essence. On pourra partir donc moins chargé. 83 minutes et 24 secondes pour faire le Grand Prix, c'est une stratégie conservatrice. Stratégie numéro 2. Un arrêt aussi, sauf que l'on part en médium et non en soft. On peut donc s'arrêter plus loin, au tour 33, et par conséquent ne faire que 38 tours au lieu de 44 sur les pneus durs. Cela veut donc dire que l'on peut déjà plus attaquer sur notre deuxième relais et donc gagner du temps. Les médiums perdent aussi moins de performance que les softs en fin de relais. On sera donc plus constant dans l'ensemble, même si nos temps au tour seront légèrement plus lents. 83 minutes et 20 secondes, c'est 4 secondes plus rapide que la stratégie numéro 1. Stratégie numéro 3. Cette fois-ci, on va faire 2 arrêts. On part pour un premier relais de 20 tours en attaque avec les softs et on passera par 2 fois les médiums derrière. Les pneus dans l'ensemble couvriront moins de distance, on pourra donc attaquer bien comme il faut pendant toute la course sans trop craindre l'usure des pneus. En revanche, si on attaque, il faudra potentiellement partir avec un peu plus d'essence dans la voiture, car on consommera plus. On sera beaucoup plus rapide en fin de course, nos médiums n'ayant qu'une vingtaine de tours contre les presque 40 des hards de la stratégie numéro 1. Ça sera potentiellement donc en fin de course que l'on gagnera quelques positions si tout se passe comme prévu. 82 minutes et 54 secondes, c'est 26 secondes plus rapide que la stratégie 2 et 30 secondes plus rapide que la 1. C'est une stratégie agressive. On aurait donc même la place de faire rentrer un autre arrêt au stand supplémentaire pour mettre les softs en fin de course et tenter d'aller chercher le point du meilleur tour si nos concurrents sont sur des stratégies à un arrêt. Stratégie numéro 4. Dernière stratégie et pas des moindres puisque c'est la plus agressive. 3 arrêts, 3 relais en soft en attaque maximale et un relais en médium en grosse attaque aussi. On passe beaucoup plus de temps au stand, mais sur la piste, on est une fusée. On va donc devoir partir avec pas mal d'essence pour consommer plus. Comme on attaquera, on prendra donc plus de risques et on fera potentiellement plus d'erreurs qui pourraient nous coûter cher. 82 minutes et 53 secondes, c'est seulement 1 seconde plus rapide que la stratégie numéro 3. Sur le papier, c'est la stratégie 4 qui est la meilleure, mais encore une fois, on n'a pas pris en compte un safety car, le trafic et les dépassements que l'on va devoir faire et qui vont nous faire perdre du temps, quoi qu'il arrive. Peut-être que les pneus ne tiendront pas non plus avec la grosse attaque. Bref, il y a beaucoup d'inconnus qui font que n'importe quelle stratégie peut se retourner contre nous. Il faut donc faire un pari en quelque sorte. Soit vous prenez une stratégie qui vous laisse suffisamment de marge pour basculer sur d'autres stratégies, soit vous prenez une stratégie qui vous bloque mais qui peut vous rapporter très gros. Et c'est à chacun de décider. The best decision is my decision. Faisons un peu de vocabulaire maintenant. L'undercut. Vous êtes derrière un concurrent et pour X ou Y raison, vous ne parvenez pas à le dépasser. Vous arrivez en fin de relais et là vous utilisez donc la tactique de l'undercut. Cela consiste pour vous à vous arrêter avant votre concurrent. Vous passez des nouveaux pneus et vous ressortez des stands. Pendant votre premier tour, votre tour de sortie donc, vous attaquez fort en espérant rouler bien plus vite que votre concurrent. Votre concurrent s'arrête à son tour et lorsqu'il ressort des stands, il se retrouve derrière vous. Votre undercut a donc fonctionné. Votre temps au tour à la sortie des stands était supérieur à celui du tour de rentrée au stand de votre concurrent, suffisamment supérieur pour passer devant lui avant qu'il ne ressorte des stands. Votre concurrent peut aussi bien ressortir devant vous. Votre undercut n'a donc pas fonctionné, on dit alors que votre concurrent a couvert votre stratégie. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté juste après vous pour éviter qu'il ne fasse plus de tours et qu'il ne se fasse donc dépasser par votre stratégie d'undercut. Lorsque vous êtes derrière un autre pilote, vous avez donc l'avantage stratégique. Vous pouvez l'obliger à changer sa stratégie pour couvrir la vôtre. C'est un peu comme au poker finalement. Mais il y a la tactique de l'overcut et c'est en quelque sorte la contre-attaque de l'undercut. Au lieu de vous arrêter juste après votre concurrent, que vous soyez devant ou derrière d'ailleurs, vous allez pousser votre relais plus loin. Cela dépend de l'usure de vos pneus, du trafic que vous allez rencontrer et des événements de course. Le but c'est de faire de meilleurs temps au tour avec vos pneus plus tendres, usés, que votre concurrent avec des pneus plus durs, neufs. L'objectif c'est de préparer surtout la fin de course pour avoir des pneus plus frais, moins usés, de manière à pouvoir plus attaquer avec votre voiture que votre concurrent et ses pneus plus usés. Et ainsi c'est plus simple de tenter un dépassement sur la piste en fin de course. Au final, on parle surtout d'undercut, l'overcut étant plus un undercut long terme, on va dire. Dans vos tactiques, il va falloir faire du fuel management. Les F1 ont des modes moteurs pour procurer plus de puissance et donc un surplus de consommation, ou alors un mode plus économe mais moins puissant. Depuis ces dernières années, et en grande partie à cause des pneus, les voitures partent avec moins que le plein d'essence. Comme généralement c'est plus rapide de faire un arrêt en roulant à l'économie que 2 à pleine puissance,
Les pilotes économisent de l'essence pendant la course. Cela ne vous empêche pas d'attaquer un ou deux tours, mais il faudra économiser en retour. Et on arrive enfin au fameux lift and coast. Le lift and coast a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'économiser de l'essence, le deuxième, c'est d'économiser les pneus. En fin de ligne droite, bien avant votre repère de freinage, il faut relâcher l'accélérateur et laisser rouler la voiture. Généralement, si vous freinez aux 100 mètres, vous pouvez lâcher aux 200 mètres, ou avant. Vous passez donc 100 mètres où votre voiture ne consomme plus de carburant, ou presque. Mais vous perdez un petit peu de vitesse, donc il faudra freiner un peu plus tard. Virage après virage, tour après tour, cela peut vous faire une très bonne économie de carburant. Comme vous relâchez l'accélérateur, le poids de la voiture se transfère de l'arrière vers l'avant de la voiture. Vous avez par conséquent moins besoin de solliciter les freins comme un fou furieux. Vous êtes plus doux avec les freins et donc avec les pneus. Si cette technique est vraiment très bien effectuée, vous pouvez perdre un temps très minime sur votre temps au tour normal. Le but d'une stratégie est d'anticiper au maximum possible ce qu'il peut se passer sur la piste et agir en fonction pour perdre le moins de temps possible. C'est aussi le rôle du pilote qui lui ressent la voiture d'avoir une intelligence de course. Quand dépasser, quand ne pas dépasser, quand attaquer, quand économiser, etc., etc. L'ingénieur de piste et le pilote doivent donc se parler en permanence pour ajuster et mettre en œuvre leur stratégie dans la conquête de la victoire. Ils doivent se faire confiance l'un et l'autre car au final, ils ont tous les deux qu'une partie de l'image de la course. L'ingénieur voit tous les autres concurrents mais ne ressent pas la voiture, ce qui est l'inverse du pilote. Copy, copy.